Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Tribune Malherbe, le podcast dédié au Stade Malherbe-Caen. Ce soir, on va revenir sur l'ère Maxime Dornano, qui a été limogé pendant les vacances de Noël. On va parler de Gaël Clichy qui vient d'arriver. Et puis on va faire des petits pronostics, une petite carte blanche. On va débriefer tout ça avec toute l'équipe de Tribune Malherbe qui est avec moi. Il y a Franck qui est là. Salut Franck. Salut Alex. Corentin est là aussi, salut Corentin. Salut à tous. Et Nico était aussi avec nous, salut Nico. Salut les gars, salut tout le monde. Alors, on va démarrer ce podcast, mais juste avant quand même, petit hommage, on va parler de Jean-Louis Gasset et de Roland Courbis qui nous ont quittés en ce début d'année 2026. Jean-Louis Gasset qui était passé par Malherbe entre 2000 et 2001, et Roland Courbis, on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2019 pour tenter de nous sauver avec Fabien Mercadal, voilà, donc on pense à leurs proches évidemment pour ces deux grands bonhommes du football. Voilà, lui aussi nous a quittés, c'est Maxime Dornano, il a quitté le club pendant les vacances de Noël, il a été limogé par la direction du club. On va revenir, il est temps de faire le bilan, hein, je pense, les gars de Dornano. Qu'est-ce que vous voulez parler, peut-être l'aspect tactique d'abord, qu'est-ce qui a fonctionné dans le jeu de Maxime Dornano, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'est quoi qui a posé problème au fil de la saison selon vous? Ce qui a fonctionné pour moi, je pense, avec lui, c'est le tableau blanc avec le nombre de compos qu'il a pu nous faire, avec 3 défenseurs, 4 défenseurs, 2 attaquants, 1 attaquant. Qui a pour moi quand même à retenir, c'est que comme ses prédécesseurs, il faut des ailiers, voilà. Et même le nouvel arrivant Gaël Clichy l'a dit en interview. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. Il y a quelques points positifs, mais il y a quand même pas mal de points négatifs à retenir. Moi, je retiens surtout du négatif, perso. Je peux en citer un gros point positif, c'est qu'il y a 11 points d'avance sur la zone rouge et Quevilly-Rouen Métropole. Donc il y a un matelas qui est plutôt confortable et le club n'est pas en danger à l'heure actuelle où on se parle d'une relégation ou d'un truc bizarre comme il y a eu l'année dernière. Au moins il a amorti la chute de la descente de l'année dernière. Je pense que je te rejoins aussi là-dessus dans le fait où on s'attendait à avoir un football total et il s'est avéré que la mise en place a été plus longue que prévu. Pour nous qui suivons le foot plus assidûment, on savait que c'était un bâtisseur, c'est pas quelqu'un qui va arriver et être le pompier avec quelque chose qui va fonctionner tout de suite. Il a pas mis la solution directement en place, il a commencé à chercher quelques éléments de réponse et il s'avérait que ça a été un petit peu trop long au goût de la direction. Mais il y a quand même des bases qui ont été mises. Alors, en plus, ça va aider le nouveau coach, mais au tout début, il y avait un travail spécifique sur le pressing. On pressait plutôt haut. Il y avait un bloc qui était haut aussi. Et il y avait tout ce qui était relance-course qui a été travaillé. Donc ça, après, ça, le pressing, on peut en parler. Il y a du bon et du moins bon. Le but qu'inscrit Lorenzo Rajo face au Puy-en-Velay, c'est un très bon pressing, mais quand tu vois certains pressings dans l'animation offensive qu'il avait au début avec Botella devant, c'était quand le ballon partait du côté gauche, c'était Daliamar qui allait chercher le pressing un peu plus haut pour permettre à Botella de rester en attaquant de pointe. Quand ça partait à gauche, c'était plus Rajo, mais c'était très mal exécuté dans l'ensemble. On peut parler aussi du problème aussi qu'il y a eu un peu entre les supporters et Maxime Dornano à la fin. C'était un peu plus compliqué aussi. S'il y a vraiment un point noir de son mandat, c'est ça, c'est la cassure qu'il y a eu avec le MNK en premier, mais je dirais carrément tout le stade. Surtout après Bayeux, en fait. Ça a été un enchaînement de purge sur purge. Et à cause de l'année dernière, il y a eu un ras-le-bol et il y a eu une vraie cassure qu'il va falloir réparer très rapidement pour le bien du club. Ouais, et puis ça découle aussi de la cicatrice de la saison dernière aussi. Il arrive en ayant les stigmates, une équipe même un club en général qui porte les stigmates de la saison passée. Quand même, un exemple tout bête, on en vient à gagner 1-0 face à Bourg-en-Bresse en toute fin de match avec le but de Armand Douillet. Il n'y a aucune réaction. Si ce n'est quelques sifflets qui descendent des travées. Il y avait un peu moins de 10 000 supporters. On était sur un public qui était lassé et qui n'était pas heureux du football proposé ni de la victoire. Pourtant, il y a eu 3 points sur, il faut le dire, un beau but. Faut quand même réussir à la mettre, celle-ci, juste devant le MNK. Et il y a
peu de réactions, hormis quelques sifflets en fin de match où on sent que là, ouais, on est vraiment dans une cassure avec le public. Et pourtant, on connaît le public canet, c'est un public qui est quand même pas méchant. On pardonne beaucoup, dans le sens où en fait, tant qu'on a des gars qui se battent sur le terrain et c'est ce qu'on veut, on s'en fout de gagner ou de perdre, mais on veut qu'il y ait la mentale en fait derrière tout ça. Ouais, je suis d'accord. Et moi aussi, un truc que je lui reprocherais aussi, c'était ces conférences de presse après les matchs, etc., où je trouvais qu'il était vachement langue de bois aussi. Non, franchement, moi, à la fin, j'étais de moins en moins convaincu. Et je pense qu'on est nombreux comme ça aussi. C'est qu'on n'était plus convaincus par lui, en fait, à la fin. Et Mais on savait pas comment on allait s'en sortir. Alex, je pense que même lui n'était pas convaincu de Oui. ce qu'il disait. Il te sortait le plat Picard à moitié réchauffé du micro-ondes et tiens, prends ça et puis on se débrouillera avec, tu vois. Enfin, malheureusement, t'es dans un monde où si tu dis ce que tu penses, tu sautes assez vite. Ruben Amorim le prouve bien avec United, même s'il a aussi ses torts, hein. Il a dit un peu trop de choses, ça n'a pas plu à la direction. Mais quand tu regardes ce qui te sort, c'est toujours les mêmes choses avec des mots différents. En fait, ce qui résume assez bien aussi sa fin de carrière chez nous, c'est sa conf de presse après Bourg-en-Bresse, les 40 secondes où il est fermé comme pas possible et il s'en va en boudant. Oui, et Oui, c'est ça. il s'en va en boudant et c'est limite, voilà, on a gagné 1-0. Et Oui, donc, voilà. bah c'est tout, voilà. Qui s'est rendu compte aussi malheureusement que le vent tournait et le coach sympa, souriant du début de saison, qui était prêt à parler un peu foot, tout ça, je pense que vu que voilà l'équipe a manqué de réalisme au moment clé, on n'a pas réussi à engranger la confiance qu'il fallait au moment opportun, on a perdu des matchs connement et en plus des matchs importants, notamment à Châteauroux, à Orléans, tout ça. Et en fait, je pense qu'il a commencé à sentir le vent tourner, à sentir que son poste était menacé. Ça s'est vérifié aussi sur le terrain parce que voilà, l'équipe qui allait chercher Dijon, qui allait chercher Sochaux, qui avait envie de presser haut, qui avait envie de mettre des surnombres dans la surface, de marquer des buts, d'avoir tout le temps le ballon proche du but adverse, a commencé à reculer, a commencé à plus vraiment savoir ce qu'il voulait faire. Et en fait, je pense qu'aussi, il a dû commencer à sentir que son poste était menacé et que il y avait aussi une dissonance entre sans doute, entre ce qu'on lui avait promis en fait à l'été et la manière dont les choses étaient en train de tourner alors qu'on était qu'à l'automne, quoi, parce que on le sait, que ce soit à Saint-Brieuc ou à Rouen, il est toujours monté sa deuxième saison. Là, si on va le chercher à la base, c'est pour justement poser des bases, commencer à espérer. D'ailleurs, je me souviens plus exactement de ce qu'avait dit Reda Hammach, mais il avait dit assez clairement que l'objectif n'était pas de monter cette année. Donc en fait, là, actuellement, on a fait qu'un quart. En fait, si on vit un projet de remontée sur 2 ans, on a fait qu'un quart. Mais Reda voilà. Hammach avait parlé d'une montée sur 2 ans, Voilà. d'un projet de montée sur 2 ans. Sauf que Donc, il s'avère qu'ils ont l'air d'être un peu plus pressés que ça, en fait. C'est ça le truc. Oui, mais parce surtout que qu'un si des on facteurs regarde... qui nous met là où on est actuellement, c'est que tous les successeurs de Moulin n'ont jamais eu la possibilité ni les moyens pour vraiment mettre en place ce qu'ils voulaient. Et lui, on va le chercher pour viser un peu plus moyen terme, mais en fait, il saute au bout de 4-5 mois. Je sais pas quelle vision ils ont, mais elle a pas l'air très différente, en fait, direction qu'on avait auparavant. Ouais, et puis si on regarde le classement, on est 10e, on a 20 On n'est points. pas si mal au classement. On n'est pas si mal. Mais On a 10 points de apparemment retard pas sur le suffisamment. deuxième, quoi. Ouais, bah ouais. Mais on a quand même 10 points de retard sur le deuxième. C'est vrai que si tu dis on remontait sur 2 ans, bon bah du coup c'est plutôt cohérent avec ton projet de remonter sur 2 ans, d'être 10e avec 20 points si tu comptes pas remonter cette année. Moi perso, je pensais que le projet c'était de remonter cette année, d'essayer de tout faire pour remonter cette année. Bon, pour ça c'est mort. Mais sur une saison où tu veux remonter en 2 ans, bon bah cette année il faut essayer d'être dans le top 10, t'es 10e, fallait tenter d'être allé 5e à la limite à la fin de saison, c'était encore possible. Le bilan de saison, oui, il est pas si dégueulasse que ça si tu te dis qu'on fait une remontée sur 2 ans. Si le projet était sur 2 ans, bon bah tu pouvais encore laisser un petit peu de temps. Si tu veux remonter sur 1 an, effectivement, il fallait changer quelque chose. Donc ça veut dire que c'est le club qui a changé de plan en cours de saison, d'objectif. Non, je pense que l'objectif caché, ça a toujours été la montée, sauf que bah ils ont dit non les gars, on va apaiser le truc, on va dire qu'on fait un projet sur 2 ans et tout, mais la réalité est que si on arrive à faire la montée en 1 an au lieu de 2, bam, voilà, on impose direct le truc en mode, voyez, on avait réussi à faire on avait visé un projet sur 2 ans, on a réussi à faire un projet sur 1 an, regardez ce que ça donne, bam. On surperforme. Ouais, voilà, c'est de la pure Reda performance. Hammach est un bon pas dire un très bon communicant, mais Reda Hammach est un bon communicant. Et je pense qu'il a cette variable-là en tête. Bah, si on regarde, pour prolonger ce que tu disais, Alex, on a perdu que 3 matchs sur ce début de saison. C'est vrai. On n'a pas gagné beaucoup. Je crois qu'on en a gagné qu'un de plus, il me semble, de mémoire, qu'on a gagné 4. Mais en tout cas, je me souviens très bien qu'on en a perdu que 3. Là, ça peut aller très vite. Ouais, on a quoi? On a Concarneau, QRM.
C'est quand même des équipes de milieu bas de tableau. Il suffit qu'on gagne 2 ou 3 matchs d'affilée et les 10 points qui nous séparent du deuxième, ils vont fondre assez vite. Et on va se reprendre à espérer et à regarder vers le haut. Mais oui, visiblement, il y avait urgence pour eux de changer quelque chose. Et puis en plus, le 29 décembre, alors qu'on n'a plus joué depuis le 5 décembre. Ça, c'est aussi quelque chose qui pose question, ce timing. Ça, pour moi, pour le coup, hormis la date identique à celle de Nicolas Sub, je pense vraiment qu'il a été lourdé, enfin, il a été mis au courant, soit après le dernier match ou quelques jours avant, peut-être même une semaine après, et après ils ont commencé à bosser sur le dossier Clichy pour commencer à lui donner les clés de certaines portes. Je pense que ça s'est fait comme ça et qu'ils ont réussi à garder le secret jusqu'à l'annonce du club. Yes. Alors, est-ce que selon vous, le problème de Maxime Dornano, c'était qu'il était le costume d'entraîneur n'était pas trop lourd à porter pour lui en tant que coach de Malherbe? Moi, je pense que oui. Malheureusement, Ouais. j'aurais aimé que non, mais pour moi, oui, parce qu'il arrivait avec plein d'idées, mais il les a très vite abandonnées quand il y a eu un peu de vent contraire, et il a jamais su s'adapter au club ni à son effectif. Donc pour moi, oui, le costume était trop grand. Moi, je pense pas que c'était le costume d'entraîneur qui était trop grand, c'était la direction qui lui a donné un costume trop grand en lui disant que c'était à sa taille. Je sais pas si vous me suivez un peu dans ma démarche Ouais. philosophique. Ce que je veux dire par là, c'est que on a recruté un mec, oui, qui sentait le football, et on lui a dit, tu as le temps. Tu mets en place ton projet, on va t'accompagner, aussi bien Reda que la direction, etc. Et on arrive au moment où, en fait, le public gronde parce qu'il n'y a pas le football qu'on veut, et la direction se dit, oula, alors est-ce que ça va faire comme l'année dernière et on va se faire encore taper sur le dos? Bah là, faut trouver quelqu'un pour être responsable à notre place. Et il s'est avéré que Dornano a été le fusible idéal. Mais pour moi, le costume était pas trop grand. C'est juste tout est encore une question de temps. Sauf que Oui, je suis lui, d'accord, on lui a vendu un projet de 2 ans. Sauf que la réalité, c'est que la petite boîte de Pandore révélait que c'était une montée sur 1 an. Et on voulait absolument jouer les grosses têtes. Sauf que il s'avère que le FC Rouen, Dijon, Sochaux font partie des grosses écuries de nationale, faut le dire. On a beau avoir battu Aubagne et Le Puy, ils sont devant nous, ils sont 5e et 7e pour l'un et pour l'autre, il me semble. Donc le national, on l'avait dit précédemment, c'est pas un championnat facile, mais on avait pour moi le bon coach pour bâtir quelque chose sur 2 ans. avec Franck, ouais, c'est vrai qu'on idéalise beaucoup, a posteriori, on idéalise beaucoup Patrice Garande, mais voilà, quand il reprend l'équipe, c'est pas un grand théoricien, c'est pas un grand communicant, c'est pas un grand. Il a eu le mérite d'avoir été adjoint de Franck Dumas pendant quelques années et de bien connaître le club et l'environnement du club. Mais quand il reprend l'équipe, voilà, on s'attend pas non plus à avoir une pointure. Et on lui a laissé le temps et il a pu faire ce qu'il avait à faire. Ce qui me gêne par rapport à Maxime Dornano, c'est ça justement, c'est qu'on sent qu'il y a un mec qui arrive, qui a des idées. Déjà, on a quand même l'impression qu'on lui a pas donné forcément tous les joueurs qu'il a demandé. Bon, ça malheureusement, c'est un point commun avec ses prédécesseurs, mais voilà, on sent qu'il a un besoin, qu'il veut jouer un foot très vertical, qu'il a besoin de répéter les pressings, qu'il aime bien écarter le ballon devant, et on lui donne des ailiers qui repiquent très peu et qui apportent pas vraiment de danger, des milieux qui ont du mal à se projeter. On sent aussi que le poste de neuf est quand même important dans ce qu'il veut mettre en place pour pouvoir alimenter, tenir le ballon proche du but adverse, mettre du monde dans la surface des ballons. Et il se retrouve avec Armand Andouillet qui est en train de monter progressivement en puissance, mais qui arrive à court de forme à la mi-août ou fin août. Il se retrouve à devoir jouer avec Ivan Botté là devant, alors que c'est pas du tout le genre de profil qui correspond à ce qu'il a envie de mettre en place. Donc il y a tout ça aussi qui fait qu'on lui a peut-être un peu sabonné la planche et en fait ça s'est retourné contre lui. Les gens ont commencé et les dirigeants ont commencé à être un peu impatients, alors qu'en fait il a un peu fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, parce qu'encore une fois, on a déjà parlé, mais ce groupe est plutôt bon en qualité. Par contre, en densité, c'est quand même pas ça, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs 2 fois qu'il a eu besoin de bricoler. Dès qu'il y avait quelqu'un sur le flanc, il était obligé de changer tout son schéma pour pouvoir remplacer quand Botella était suspendu ou quand. Voilà, c'est quand même pas simple aussi. Pour un coach qui vient d'arriver dans un club et qui doit faire avec les moyens du bord, non plus dans un club qui était encore un peu traumatisé, quoi. Et je rajouterais même à ce que dit Nico, c'est que à la 4e journée, il a plus Le Breton, il a plus Traoré, il a plus Brahimi qui sont partis dans leur club respectif, et il récupère Niandouillet, donc un Niandouillet qui arrive effectivement en cours d'ascension de l'équipe. Donc forcément, quand tu n'as pas des joueurs au même niveau, tu es obligé de niveler comme tu peux, pour que tout le monde arrive à la même jauge, enfin être à jauge égale dans la prépa.
Surtout qu'en plus, on a quand même réussi à tenir tête au gros du championnat sur les confrontations directes. Pour le moment, le match à Sochaux, je ne vais pas dire qu'on mérite de le gagner, parce que ce serait pas vrai, mais en tout cas, on domine quand même une bonne partie du match. Dijon, on domine bien aussi. Dijon, qui, moi, pour le moment, l'équipe qui m'a fait la meilleure impression dans tous nos adversaires. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils étaient proches du podium, mais là, ils ont gagné des places depuis et ils sont pas trop mal. Rouen qui est venu. Alors oui, c'est un match intérieur, c'était un mardi, certes, tout ça, mais Rouen, quand ils sont venus, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils étaient sans doute contents de revenir avec un point de Caen, alors qu'ils marquent en premier, mais ils n'ont pas eu grand-chose, pas eu beaucoup d'occasions, et ils nous ont pas roulé dessus, alors que c'est l'équipe qui roule sur le championnat. Donc il y avait des bonnes choses qui étaient mises en place par Maxime Dornano. Maintenant, ce qui lui a vraiment posé problème, à mon sens, c'est le relationnel. je veux dire, vraiment pour parler de terrain, c'est ce manque de réalisme en fait devant. C'est que justement sur ce mois de septembre là dont on avait beaucoup parlé avant le début de saison, où on enchaînait justement Sochaux avec Dijon et ensuite Valenciennes et pour finir Châteauroux, je crois. On sort de on tient tête à toutes ces équipes là, mais il y a toujours quelque chose qui va pas, enfin dans la surface adverse. Il y a ce plat du pied de Nandouillet dans les 6 mètres là, contre Dijon. Voilà, et si je vais pas être méchant avec lui parce que je pense que ça va être un joueur important de notre fin de saison, et c'est un joueur que j'apprécie de plus en plus, notamment humainement. Mais je pense que voilà, si on était avec un 9 un peu plus fit, qui arrivait un peu plus tôt, on aurait mis peut-être 1 ou 2 buts importants à des moments clés, et on aurait quelques points de plus, et voilà, on serait pas en train d'avoir cette discussion-là aujourd'hui. Maintenant, le fait est que ça s'est passé comme ça. Mais c'est ça aussi qui a porté préjudice à Maxime Dornano. On tenait le ballon, et encore que c'était même pas vraiment un projet de jeu de possession qu'il voulait mettre en place, c'était vraiment alimenter le ballon, de la verticalité toujours, et on avait les situations, mais on avait très peu d'occasions, et vu qu'on n'a pas des tueurs, vu qu'on est en national, ces occasions elles se transformaient rarement en but, et en fait on n'arrivait pas à marquer, on n'était pas tueurs, on n'était pas parce qu'on n'avait pas un El Romisti devant, ou enfin voilà, on n'avait pas les joueurs qu'il fallait pour changer une demi-occasion en but, et on sentait qu'il y avait des bonnes idées à la construction, mais que ça pêchait devant, et du coup oui, on n'a pas les matchs qu'on aurait dû gagner, on les a pas gagnés, des matchs qu'on aurait pu ne pas perdre, on les a perdus, et aujourd'hui on est 10e. Aujourd'hui, on est 10e et Maxime Dornano n'est plus l'entraîneur du Stade Malherbe-Caen. On va parler maintenant donc de la nomination de Gaël Clichy. Alors, avant de parler terrain et de ses idées de jeu, etc., rappelons quand même quel joueur c'est, Gaël Clichy. Est-ce que quelqu'un peut nous faire son portrait à Gaël Clichy? Ouais, Gaël Clichy, c'est déjà 460 matchs de Première Ligue, 264 à Arsenal, 203 à City, qui est quand même pas rien. Surtout petit joueur, moi, je trouve. Hein. Et surtout que c'est le Arsenal qui gagnait des titres et qui gagnait tous ses matchs. Entre 2003 et 2011, Arsenal. C'est ça. Ouais, c'est bien ce que je dis, petit joueur, ouais. Il a joué également 73 matchs de Ligue des Champions, il a 20 sélections en équipe de France, il est 3 fois champion d'Angleterre, il a 2 coupes de la Ligue et 2 Community Shield. Et petite parenthèse, il a joué une finale de Ligue des Champions. Enfin, non, il n'a pas joué, il était sur le banc, mais il a perdu. Mais il a quand même participé sur le banc à une finale de Ligue des Champions. Oui, il était là. Il était là. Donc il a un meilleur palmarès que le Stade Malherbe. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est pas compliqué. C'est indéniable ça. Hein. Oui, c'est indéniable. C'est indéniable. Bon alors par contre, il a une très belle carrière en tant que joueur, mais là en tant qu'entraîneur, il est tout nouveau. Hein. Il était là, le seul passif qu'il a, c'est adjoint de Thierry Henry au JO de Paris 2024. C'est quand même un beau passif, ça, être avec C'est Thierry Henry. Enfin, c'est un beau début. Hein. C'est un beau début. Je sais pas ceux qui ont regardé le documentaire sur l'équipe de France olympique de football avec Thierry Henry, Gaël Clichy et tout, c'était quand même... on sentait des anciens pros qui tenaient la dragée haute à certains petits jeunes, quoi. Ouais. C'est quand tu vois que, je me rappelle dans le documentaire, Clichy participait à certains exercices pour montrer aux latéraux comment faire, tu te dis, ouais, quand même. Enfin, tu sens que ça a encore du ballon, quoi. C'est des mecs qui ont des qualités naturelles incroyables. C'est vrai que pour être l'adjoint de Thierry Henry, c'est que oui, il faut que ça file droit quand même un petit peu avec. Oui, il y a une certaine rigueur, je pense. Hein. Il y a une certaine rigueur. Hein. On est un peu dans Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Sucy-en-Brie. Cette machine à même, Thierry Henry. Machine à même. Ouais, incroyable. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on... Vous avez pensé quoi, les gars, quand vous avez vu le nom de Clichy tomber? Bah, moi, je me suis dit, ah, ça y est, ils l'ont enfin ramené. Parce que vu que c'était un nom qui était dans les rumeurs avant Maxime Dornano, etc., qu'il y avait il y avait déjà des bruits de couloir qui disaient que les actionnaires aimeraient ramener Gaël Clichy, etc., etc., etc. Là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah tiens, ils l'ont fait, en fait. Ok. Mais oui, effectivement, comme toi, surpris.
Ouais, voilà, je crois que c'est le mot qui est dans la bouche de tout le monde, c'est la surprise. Enfin, on s'attend pas à voir un ancien international français qui compte autant de matchs en première ligue en tant que coach. Bah, c'est clair. Et puis encore moins dans cette période-là, on s'attendait pas à ce que Dornano parte maintenant et que d'un coup on est Clichy qui arrive là comme ça, annoncé 30 minutes après l'annonce du départ de Dornano. Bon bah c'est Gaël Clichy. Ok. Bon bah, très bien. Ouais, et puis la saison dernière, on nous annonçait Zoumana Camara, qui est maintenant coach de Montpellier. C'est vrai. Enfin, tu vois, c'est quand même des beaux noms qu'on nous sort. Donc c'est vrai que en tant qu'entraîneur, c'est sa première expérience Ouais. d'entraîneur général. Après, bah ça peut. Enfin, moi je demande qu'à voir. C'est la belle surprise. Après, comme je l'avais dit. Je l'avais dit sur Tendance Ouest, j'étais déçu que Dornano parte avant le match de Concarneau parce que je voulais voir ce qu'il avait mis en place pendant les 6 semaines où on n'avait pas de compète. Mais d'un côté, j'étais content de voir un tel profil arriver à la tête de l'équipe parce que ça peut t'apporter que du plus d'avoir un ancien professionnel avec une telle cape avec lui. Après, Mais ne pas oui et oublier non non. plus au début de saison, la recherche du coach avait été faite en fonction de l'expérience en national. Ce critère-là a été vite oublié, moi je trouve. Ah bah Oui, C'est ça. mais j'ai Un l'impression que pari. c'est un peu la direction générale de cette direction. Direction, ça fait beaucoup. Mais c'est un peu le changement de vent est régulier. Mais ça reste un pari quand même d'un coach qui n'a jamais coaché encore, qui, en fait, son nom, forcément, de le voir fait envie par son palmarès dont vous venez de parler, ou par son caractère aussi. On le voyait même en tant que joueur, ça a toujours été quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez posé, qui préférait voilà, imaginer. Enfin, on le sentait plus en retrait, mais toujours actif dans la réflexion. Il a eu l'humilité en plus, je trouve, de commencer par des postes d'adjoint, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On avait vu son nom aussi sortir un peu dans la presse cet été concernant Dunkerque, après que je sais plus de son nom là, mais le coach portugais qui Castro. était resté. Oui, mais Castro est parti, ils l'ont remplacé par un Ah oui, autre qui est portugais qui resté arrivait trois de Pologne. semaines. Qui est Voilà, resté c'est trois ça. semaines, oui, oui. Et ensuite, le nom de Exact. Clichy est vraiment sorti. Donc, je me dis, si Dembaba s'est intéressé à son profil, j'ai envie de lui faire confiance parce que pour le moment, Dembaba, tout ce qu'il touche, il est en train de le transformer en or. Maintenant, voilà, aucune expérience de numéro 1, aucune idée non plus de ses idées de jeu, ni ce qu'il veut mettre en place, ni si c'est à prendre en national. L'effectif est plutôt qualitatif, mais quand même assez limité en densité. Et puis, il manque quand même certains profils à voir s'il va pouvoir appliquer ses idées. Et puis, même, il y a, justement, on parlait de Thierry Henry, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête, c'est que Thierry Henry, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Monaco, on sentait qu'il avait eu, pour son premier poste, qu'il avait beaucoup de mal à, justement, en fait, se mettre au niveau de joueurs qui étaient moins bons que lui. Il avait beaucoup de mal à être dans la pédagogie, il avait beaucoup de mal parce que pour lui, ça paraissait tellement simple, tellement évident, qu'il avait du mal à imaginer que des joueurs puissent mettre du temps à comprendre ce qu'il voulait mettre en place, ou que ça puisse ne pas marcher, ou que ça puisse, Ouais, voilà. il y avait Ouais, certains joueurs qui s'étaient plaints qu'il était un peu trop présent sur certains exercices de finition, etc. si, oui, oui, c'était voilà. Donc c'est une première expérience, c'est toujours voilà, c'est acquis tout double forcément parce que c'est le début de sa carrière, mais voilà, c'est sûr que le nom fait envie, mais ça reste vraiment un pari et je trouve un gros pari parce que comme disait Corentin, voilà, c'est aucune expérience en national qui est quand même un championnat assez compliqué. On parlait tout à l'heure de peut-être qu'on va gagner les 2-3 premiers matchs de janvier et regarder vers le haut. On peut aussi en perdre plusieurs et regarder vers le bas. Hein. Une pensée pour Bruno Balthazar, mais voilà, ça reste un pari. On va avoir la réponse de toute façon. Très rapidement, le match va arriver. Mais voilà, généralement, un changement de coach, ça rapporte toujours un peu un nouvel élan hein, dans un groupe qui n'allait pas très bien juste avant Noël. Là, il y a eu les premiers entraînements, il y a eu un match amical aussi. Il y en a certains d'entre vous qui ont assisté au match. Vous, ça avait été quoi vos impressions? Qui a été entre Corentin, Franck et Nico? C'était qui Les Tous les trois. Tous les trois. trois. Ah, vous étiez tous les trois, très bien, bon, bah, c'est plus simple comme ça. Bon, alors justement, bah, c'est encore mieux. Ça a été quoi vos impressions en voyant le match amical, là, pour le premier match de Gaël Clichy? C'est des idées qui commencent à apparaître. Alors, les relances courtes en premier, alors, je pense que ça va surprendre personne, mais pour un mec qui a été coaché par Guardiola, mais des relances courtes, hein, tout le monde s'y attendait. Mais des Une relances courtes, certitude. oui, voilà, des relances courtes, du pressing, des jeux en triangle, des jeux sur les côtés qui sont importants. C'est ce qu'on a pu analyser rapidement après avoir, parce que le système était peut-être exceptionnel, parce il avait mis en place un 4-4 de losange. Première fois qu'on voit ça cette saison, alors qu'on a fait 53 systèmes. Mais
Lui parlait plutôt d'être adepte du 4-3-3, mais que, comme disait Franck, il n'avait pas forcément les joueurs. À voir comment ça va se goupiller sur la suite de la saison, surtout que lui parlait en conférence de presse après qu'il va mettre en place un système, mais qu'il est amené à évoluer non seulement en fonction des adversaires, mais aussi pendant le match, en fonction sûrement du score ou des trucs comme ça. Donc on va voir sur la durée maintenant. Alors, c'est la mentalité FM, ça. c'est la mentalité FM. Les choix d'hommes étaient intéressants aussi avec Kimboma titularisé en 6, un petit jeune qu'on n'a pas beaucoup vu encore. Bon, Mvila était pas dans le groupe, il était même pas rentré. Donc est-ce que c'est une vraie option ou est-ce que c'est pour voir ce qu'il valait? Mais intéressant dans la défense. Momo Hafid qui était du coup en 10 derrière les attaquants, ça aussi c'était intéressant parce que c'est vrai que même s'il a montré quelques bonnes choses sur le début de saison, moi je suis quand même resté beaucoup sur ma faim. Il a progressé par rapport à ses premières années en Ligue 2, mais il y a encore beaucoup trop de lacunes. Il est quand même assez peu décisif et je parle pas qu'en termes de stats, je parle déjà en termes de décalage créé, d'action, d'occasion vraiment amenée. Alors qu'en 10, effectivement, il peut amener quelque chose. Ouais, il y avait des Bolumbu a commencé arrière gauche aussi. Alors Etienne avait le genou strappé, donc ça a sûrement à voir avec ça, mais ouais, peut-être qu'il va aller chercher aussi un peu chez des plus jeunes pour alimenter le groupe et bousculer un petit peu les statuts. C'est vrai que ça ferait pas de mal à certains. Non, mais en fait, on en parlait justement autour de la main courante avec les gars, c'est que souvent, quand un coach arrive, il a des idées, il a envie de mettre des choses en place, et puis voilà, sur les premiers entraînements, sur les premiers matchs, c'est intéressant. Maintenant, quelle tronche aura l'équipe dans 3 semaines? Quelle tronche elle aura dans 2 mois? C'est là qu'on pourra vraiment parler de la patte de Gali Clichy, qu'on pourra vraiment commencer à tirer des conclusions. Là, pour le moment, c'est intéressant, mais ça restait une N2 qui se remet à peine des fêtes. Mais vous le trouvez quand même plus ambitieux dans le jeu que Maxime Darnano, par exemple. Disons qu'il a tout à y gagner à proposer un jeu qui va faire plaisir au public et même à la globalité des supporters. Enfin, il a tout à y gagner parce que s'il propose le jeu qu'on aime, on va l'aimer. C'est très facile à faire comme calcul. Donc forcément, il va. Non, mais en gros, il est plus ambitieux que le Maxime Dornano du mois de novembre-décembre contre Bourg-en-Bresse ou le Puy-en-Velay. Mais par rapport au Maxime Dornano du début de saison, qui partait à Bonal pour essayer d'aller les attraper à la gorge, c'est pas forcément le cas. On n'a pas vu assez, mais voilà. Le Maxime Dornano du début était quand même assez ambitieux. Mais il a dû faire aussi avec l'effectif qui est à sa disposition, que ce soit la densité ou les profils. Il a fallu qu'il fasse aussi avec les aléas. Après, face à Créteil, tu peux pas tirer de conclusion finale. Enfin, conclusion finale, ça ne veut rien dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a donné du temps de jeu à tout le monde, notamment à des jeunes tels que Romder et d'autres. Même la recrue Parsemin. Oui, Parsemin aussi. Parsemin qui a joué quelques minutes, oui. Après, il y a eu des absents aussi. Noro Doria qui n'était pas présent. Belkacem Daliamar qui était pas là pour des soucis encore à sa cheville, il me semble. Encore. Donc il y a des profils qu'il n'a pas encore pu voir à 100%. Et je pense que là, le but de ce premier match, c'était que tout le monde se remette dans le bain. Et si on vient à faire peut-être une opposition interne ou quoi, je pense que ça définira un peu plus les statuts. Alors, vous parlez de Alexandre Parsemin, vous avez parlé de lui là, justement, on va parler du mercato. C'est le moment. Là, on est en janvier, donc c'est la période de mercato. On a donc Alexandre Parsemin qui est arrivé au club. On attend quand même d'autres recrues, on est d'accord. On est d'accord que ça prend un peu de retard. Oui, ça prend du retard, mais on a quand même une recrue sympa avec Parsemin. Là, il est prêté par le FC Lugano. Là cette saison il a pas beaucoup joué, donc je pense que c'est la raison de pourquoi il vient chez nous pour les 6 prochains mois. Il a 9 matchs en Super League, il a joué un match en Coupe de Suisse, il a un match en qualif de Conference League, merci, je cherchais le nom, j'avais UECL en tête, enfin laisse tomber. Et il a un match de qualif en Europa face à un club slovène. Qu'on peut en tirer de ce qu'on a regardé, même ce soit aussi bien sur certaines highlights ou même face à Créteil. Il est mobile, il aime bien le jeu dos au but et puis il aime provoquer avec le ballon, c'est un dribbleur. Après oui, forcément s'il vient chez nous, c'est que il n'a pas réussi à confirmer dans l'élite suisse.
Il va avoir besoin sûrement d'une prépa et une confiance à retrouver. Donc ça peut aussi bien finir comme Benraoult et Grand-Cyr la saison dernière, ou alors être la bonne surprise de cette deuxième partie de saison, où on aura enfin trouvé notre neuf qui va punir devant le but. Et Moi, ce qu'est-ce qui que me vous... dérange juste avec son arrivée, c'est le fait qu'il arrive presque sans option d'achat. C'est-à-dire que on est censé justement monter un groupe, construire un groupe pour monter, ou en tout cas viser la montée sur 2 à 3 ans. Et là, pour régler les soucis offensifs, hein, on espère qu'il va régler les soucis offensifs. On va chercher un joueur qui, dans 4 mois, ne sera plus chez nous. Ça, c'est un peu le truc qui me dérange. Mais bon, j'imagine qu'on n'avait pas trop le choix, ou en tout cas que Reda Hammach est sûr de lui. Alors justement, est-ce que d'ici la fin de saison, avec l'arrivée de Gaël Clichy et avec les possibles recrues qui vont arriver au mois de janvier, est-ce qu'on peut encore croire à une montée en Ligue 2 cette saison? Moi, je ne pense pas. Moi non Ok. plus. Parce que Alors, on va évidemment attendre s'il y a d'autres recrues, mais même avec Parsemin, je pense que le groupe est trop faible, tout simplement, pour espérer de jouer les 3-4 premières Ok. places. Moi, je suis de l'avis de Corentin. Je pense que quand au mieux pourra finir dans le top 6 de manière régulière, qu'on arrive à passer dans le top 6 et qu'on reste dans cette hauteur-là, mais je ne nous vois pas jouer la montée concrètement parce que on a trop de manques. Il va falloir qu'on trouve une régularité offensive, mais ça va passer par un boulot aussi bien sur le terrain que de la direction pour trouver les ailiers que demande déjà Gaël Clichy, parce que semblerait-il que Diakité et Mazier ce soit pas encore assez convaincant, ça ne change pas depuis le début de saison. Et néanmoins, faudra que tout ça en fait se mette en ordre de marche, que tout se goupille bien pour réussir à tenir ce top 6. Donc non, on jouera pas la montée. Oui, je pense qu'on jouera dans la première partie de tableau néanmoins. Ok. Nico? Oui, ça je pense. Oui, ben moi je vais pas être original, hein, je vais aller dans le même sens que mes camarades. On montera pas en fin de saison. Déjà par rapport à la faiblesse, voilà, on a pas mal nuancé ce terme-là, mais pour résumer par rapport à la faiblesse de ce groupe, de cette équipe par rapport en fait aux concurrents. Et justement, on a peu parlé des concurrents, et en fait, en face, on a des équipes quand même qui sont sûres d'elles, qui ont la confiance, que ce soit Dijon, que ce soit Rouen, qui sont dirigés par des coachs qui sont là depuis un moment maintenant, depuis plus qui étaient là avant l'été dernier, donc qu'on a laissé bosser, suivez mon regard, et du coup qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils mettent en place, et je pense pas qu'on puisse aller boxer dans la même catégorie qu'eux. Et je vais même aller au bout de la réflexion. Je pense que ce serait même pas une bonne chose de monter cette saison. Ok. On est encore traumatisé par notre saison dernière en Ligue 2 et par ces années de Ligue 2 qui se sont éternisées alors qu'on nous promettait le retour en Ligue 1. On n'a pas encore les bases, on a encore un effectif brinque-ballant, on n'a pas vraiment de cadre qui puisse qui puisse tirer l'équipe dans son sillage. Même Gaël Clichy qui vient juste d'arriver, enfin, s'il monte en 6 mois, est-ce qu'il va vraiment pouvoir ensuite complètement changer ses préceptes pour s'adapter à la Ligue 2? Enfin, je pense que voilà, quand on disait qu'il fallait une fois qu'on descendait, quand on disait qu'il fallait qu'on reste 2 à 3 ans, et c'était, je pense, ce qu'il y avait de nécessaire pour vraiment jouer la montée, mais je pense que c'était aussi ce qui est nécessaire pour nous remonter en Ligue 2 sur une bonne dynamique et pas juste remonter pour faire une CA Bastia ou pour les plus anciens là, ou une qui a eu récemment, je sais plus, mais voilà, ces équipes qui sont Béziers ou tout ça, ces équipes qui sont arrivées et qui ont servi de bouc émissaire et qui sont redescendues aussi vite. Qu'on servi de machine à 3 points, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et certes, on reste le Stade Malherbe, mais on est une équipe et un club qui a quand même connu pas mal de traumatismes ces dernières années et qui n'est pas encore, à mon sens, sur une dynamique positive. Il y a encore quelque chose, enfin, il manque encore l'environnement du club, que ce soit le rapport de la direction avec les supporters, que ce soit même l'avenir de la formation, intégration des jeunes. Enfin, il y a quelque chose encore il faut que ce soit plus sain, il faut que ça s'assainisse encore tout ça. On n'est pas dans une dynamique de club vraiment positive et vraiment dans un cercle vertueux, quoi. Donc là, si on monte là, ça va pas être bon. Si c'est pour redescendre aussi sec avec toujours autant de conflits et toujours autant de soucis, que ce soit financiers,
humain. Non, pour moi, on ne montera pas cette saison. Et d'un côté, heureusement. L'idéal, ce serait de finir, voilà, comme disait Franck, autour de la 4-5e place. Ce serait vraiment, déjà, on finit, voilà, ce serait top. Mais je pense qu'on va finir peut-être un peu plus bas. On va finir autour de la 6, 7, 8, et ce serait notre niveau, en fait, si on compare à la concurrence. Déjà, si on finit, voilà, 3, 4, 5, ce serait très, très bien. Ouais, troisième, comme ça on fait les petits barrages, on réussit pas les barrages, on reste en national, et puis voilà. Hop, terminé. Moi, ce sera ça mon pronostic. Moi, je reste sur le prono du top 6 régulier. Top 6, ok. Top 6. Même pas top 5. Allez, top 6. Top 6. Ok. Bon, bah écoutez. Moi, je dis troisième. Allez, hop. Je valide. On finira troisième. Ce sera la remontée exceptionnelle de Gaël Clichy. Et on finit troisième. On te le souhaite, en tout cas. On te le souhaite, en tout cas. Justement, en parlant des pronostics, le prochain match de Malherbe contre Concarneau, donc vendredi. Ce vendredi. Quel pronostic pour vous? Alors, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça pour le coup. Là, j'ai 10 000 scénarios qui se font dans ma tête, là, Alex. Parce qu'on sait que la reprise en national est souvent très dure. Là, on va à Concarneau, il fait froid. Enfin, vraiment, on va pas se mentir, ça va être dur. On n'a pas eu de compétition pendant 6 semaines. Concarneau, ils ont eu le parcours en Coupe de France face à Nantes. Ils n'ont pas été si mauvais que ça, il me semble. Ça peut être dur, hein. Ça peut être dur. Je miserais sur un match nul. Ok. Un match nul durement acquis. Mais un match nul 0-0 ou un match nul quand même avec des buts? Non, un match nul, tu sais, bien 1-1. Mais d'accord, genre, un petit 1-1. il marque en première, on marque en seconde mi-temps et ça s'arrête là. Ok, un petit 1-1 des familles, très bien. Ok, Corentin? Moi, je pense qu'un groupe remobilisé, un nouveau coach qui a besoin d'engranger une série positive, je pense qu'il y aura victoire au bout. Je me mouille, mais il y aura victoire au bout. Et voilà, ça y est, il commence à rêver. Arrête. Nico? Moi, le score que je vois, un partout. Voilà, avec un but sur corner. Le score que je veux, on va dire un petit 2-1 où on mène, ils égalisent et puis on revient, on arrive à mettre le deuxième en fin de match qu'on a rarement fait. Quand on se faisait bouger, on a rarement réussi à concrétiser et à prendre le dessus. Voilà, je pense que dans tous les cas, on va sortir de ce match comme souvent en fait ces derniers temps et c'est quand des nouveaux coachs arrivent, c'est-à-dire qu'on va être un peu frustré, mais en même temps on va se dire bon, il y a quand même du bon et on va lui laisser le temps, on va leur laisser le temps de bosser et puis voilà, de toute façon c'est comme ça. Hein. Et ben moi je dis même avec toi. C'est pas comme ça à chaque fois. Exactement. Moi je dis pareil que toi, 2-1, pareil. On va marquer le premier but, on se fait égaliser et on marque le deuxième but en fin de match. Et hop, 2-1. Voilà. Je dis comme toi, j'espère comme toi. Mais oui, mais il faut rêver. Mais rêvons. Rêvons dans ce monde pourri. Rêvons le PSG. Non, je veux pas rêver, je veux être surpris, messieurs. Ok, très bien. Bon bah réponse vendredi. De toute façon, on le saura très vite, ça va venir très vite. On termine, comme chaque épisode, avec la carte blanche. Corentin, tu voulais revenir sur ta déception après l'échec de la période Maxime Dornano. Ouais, parce que je crois que ça a été un thème qui a été pas mal abordé sur ce podcast-là, mais moi j'y croyais à ce projet, bêtement, naïvement peut-être. On n'était peut-être pas très nombreux, mais je trouvais que en mai 2025, quand on annonce Maxime Dornano, je trouvais qu'il avait de la gueule, ce Stade Malherbe. Et c'est en grande partie grâce à Maxime Dornano. Parce que, alors, on va se passer de la blague de qui d'autre qu'un Dornano pour adresser Malherbe, mais elle a été déjà fait bien trop de fois. Oui. Mais moi, ce storytelling-là, il m'a un peu eu. J'étais un peu hype. Ouais. Surtout le profil du coach. C'est un profil qu'on n'a quasiment jamais eu. C'est un mec qui est en adéquation avec son temps. C'est un coach qui est protagoniste, qui prône le pressing, la verticalité, la possession. C'est un coach qui veut imposer son style à son adversaire, quoi. C'est mon foot à moi. Et derrière le formidable coach qu'il semblait être, il y a aussi un humain qui semblait tout aussi agréable à suivre. Donc je me suis dit, un choix de coach sexy, des joueurs qu'on connaissait pas vraiment, qui arrivaient à l'appel. Il y avait absolument tout pour redécouvrir et rallumer cette flamme qui était un peu éteinte après la saison dernière, qui était cataclysmique. Voilà, après je vais pas refaire l'histoire, je pense que tout le monde la connaît. Le coach il est devenu de plus en plus antipathique les semaines qui avancent. Les joueurs ils nous ont donné aucun argument pour les aimer. C'est encore un énième projet qui se casse la figure en seulement quelques mois, quoi. Alors que sur le papier, il y avait tout pour une belle histoire.
Et c'est ça, moi, qui m'attriste le plus. Je trouve que c'est un gâchis. Une histoire qui aurait pu être belle et qui a été gâchée en 4 mois pour X ou Y raison. Pour la nouvelle page là qui va s'inscrire avec Gaël Clichy, je vais éviter de faire la même erreur. On va pas être aussi hype, on va avoir une retenue certaine, mais on va la suivre quand même la suite de la saison avec une petite curiosité. Et on pourra dire en mot de la fin, allez Malherbe. Bah, oui, c'est assez clair. Allez, Malherbe, je suis bien d'accord avec toi. Et tu Il y avait un verras, vrai en fin de saison, tu seras content. Si on se rappelle J'espère. bien, au mois de mai dernier, il y avait un vrai engouement avec la nomination de Maxime Dornano et on était tous. Il est nommé, je crois, 2 jours après le dernier match de Ligue 2, la dernière défaite. Et on y a tous cru. Et ceux qui me suivent sur Twitter le savent, hein, j'étais pas seulement dans le train, je pense que j'étais dans le cockpit là-bas, j'étais en train de toucher les boutons. Et bon, ça a pas marché, mais comme souvent malheureusement ces dernières années. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour souhaiter le meilleur au coach et à l'homme, parce que voilà, même si ça s'est pas forcément très bien fini, je pense que ça a l'air d'être quelqu'un quand même d'assez rare dans ce foot moderne. On parlait de Jean-Louis Gasset au début du podcast. Voilà, c'était un des derniers monuments du foot d'avant qui était vraiment humain, qui était vraiment ce que tout le monde a souligné. Je pense que Maxime Dornano doit être pas loin de ça et on lui souhaite le meilleur. Bonne route à Maxime Dornano, et puis bonne chance à Gaël Clichy. Et en espérant qu'il nous mène le plus haut possible, Gaël Clichy, pour cette fin de saison. En tout cas, on en parlera évidemment dans les prochains épisodes de Tribune Malherbe. C'est la fin de ce 2e numéro. Merci les gars pour ce podcast. Merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast si vous nous avez écoutés, si vous avez aimé, à faire vos retours sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver au prochain épisode. Donc abonnez-vous aussi à tous les comptes de Tribune Malherbe sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite donc pour commenter la suite de l'actu de Malherbe et les débuts de Gaël Clichy. À bientôt. Salut. Ciao.